On va essayer de débroussailler un peu le milieu du solaire parce qu'il se dit beaucoup de choses, il n'y a pas de normes réglementaires. Donc il y a des choses qu'il faut savoir, c'est-à-dire que toute l'industrie photovoltaïque, lorsqu'elle annonce des chiffres, c'est sous une norme qui s'appelle STC, qui veut dire en anglais Standard Test Conditions. Et ça veut dire qu'en labo, des tests sont effectués comme si vous étiez à l'équateur, avec une température extérieure de 25 degrés, une masse d'air d'1,5, un taux d'humidité qui est de 20%, et à la perpendiculaire réelle du rayon solaire. Avec ça, sur 1 mètre carré, on pourrait récupérer 1000 watts. Vous imaginez bien que ça, c'est un monde théorique qui n'existe pas chez nous, ce qui veut dire qu'après, on parle de rendement d'un panneau solaire. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais qu'est-ce qu'un rendement? C'est un peu comme un moteur de Formule 1 par rapport à un diesel. Donc on dit qu'un panneau solaire a 22% de rendement, comme ça. Les cellules SunPower, qui ont le meilleur rendement sur le marché. Ça veut dire qu'avec 1 mètre de panneau solaire dans ces conditions-là, si nous étions à l'équateur, eh bien, comme nous ne pouvons pas avoir ces 1000 watts, 22% de rendement, ça veut dire qu'un mètre de panneau solaire doit produire 220 watts. Parce que ça, c'est la technologie SunPower. À côté de ça, vous avez différentes choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, comme je vous disais, lorsque vous allez installer votre panneau solaire, celui-ci, si c'est un 100 watts, il produira normalement jamais 100 watts. Parce qu'il n'est pas dans les conditions. En plus, si vous voulez, à la perpendiculaire du rayon solaire, un bateau où, quel que soit le mobile, il n'est jamais à la perpendiculaire. Il supporte une température lambda par rapport à la technologie, et cette température lambda sur une cellule de ce type qui est cristalline, à 60 degrés Celsius sur la cellule, vous perdez 30% de rendement. Donc ça, il faut le savoir. Un panneau solaire à plat, puisqu'il n'est pas à la perpendiculaire, vous enlevez aussi 30%. Jusqu'à 60% dans certains cas de figure, en fonction de la technologie. Donc si vous voulez, quand les fabricants annoncent des puissances, puissance étant les watts, c'est sous les normes STC. Donc il faut lorsque vous ferez votre installation, essayez d'optimiser pour aller au plus près de ces normes STC, c'est-à-dire l'orientation du panneau, le refroidissement, parce que s'il y a un cadre, c'est bien, parce que ça rigidifie, mais il y a d'autres raisons. Ça rigidifie pour la fragilité, ça facilite la pose, mais s'il y a une hauteur globalement qui varie entre 2,5 et 3, c'est pas parce qu'on a levé le doigt en l'air pour savoir si ça devait faire 2,5 ou 3. C'est parce qu'une fois posé à plat, il y a de la ventilation, ça permet de refroidir la cellule. Donc lorsque vous mettez un panneau installé de ce type ou un panneau à plat, voire, excusez-moi le pire, un panneau collé, il n'y a pas le même refroidissement. Donc vous allez perdre de l'efficacité et du rendement. Donc après, si vous voulez, lorsque vous avez fait le tour de toutes ces considérations industrielles liées à la dure réalité du photovoltaïque, vous avez différentes technologies. Aujourd'hui, vous avez 3 grandes familles photovoltaïques. J'ai amené quelques petits échantillons pour que vous voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'amorphe. C'est le plus simple à produire. C'est de la poussière de silicium qui est projetée sur un support qu'on appelle substrat. Ça peut être du verre, ça peut être ça. Voilà, ça c'est de l'amorphe qui est projeté. Et là, c'est un flex destiné au plein air, mais on peut imaginer l'avoir pour d'autres applications. Le très très gros avantage de l'amorphe, c'est que ça, c'est une seule cellule. Donc, si j'ai un masque, une ombre portée, elle est au prorata de ce qui est masqué. Tout le reste fonctionne. Donc, c'est un énorme avantage dans notre milieu. Le gros désavantage de cette cellule, c'est comme c'est de la poussière. Par défaut, si c'est de la poussière, ce n'est pas d'une extrême pureté. Elle a un rendement qui est de l'ordre de 7%. C'est-à-dire qu'à 1 mètre carré, vous allez avoir 70 watts. Donc ça, c'est l'amorphe. C'est
C'est ce qu'on appelle vulgairement chez nous le diesel du solaire. C'est pas trop cher. Ça se comporte très bien en faible luminosité, forte température. Et c'est ce qui vieillit le mieux dans le temps. Donc il va avoir une plus faible dégradation de la cellule. Après, vous avez des technologies qu'on a commencé à avoir il y a pas mal d'années, qui est ce qu'on appelle le cristallin, ou plus communément appelé CSI. Dans le cristallin, vous avez deux familles, le polycristallin et le monocristallin. Lorsque vous voyez une cellule entière sur certains panneaux, je ne sais pas s'il y en a sur d'autres stands, là parce que ce sont des petits panneaux, donc les cellules sont coupées pour atteindre le voltage, mais une cellule carrée, légèrement bleutée, légèrement marbrée, c'est du polycristallin. Une cellule qui est légèrement arrondie dans les angles, c'est du monocristallin. Tout simplement parce que les barres de silicium, avant de les laminer et de les trancher, en polycristallin, elles sont carrées, en monocristallin, ce sont des ronds. Pendant un laps de temps donné, nous avions des rendements en polycristallin qui étaient de l'ordre de 14-15%. Le monocristallin est arrivé, la différence entre les deux étant techniquement le temps de refroidissement du pain de silicium qui fait que le silicium, donc le cristallin, est plus stable en mono. Il est plus compliqué à produire, plus long, donc un peu plus coûteux. Nous avions des rendements donc de 14-15% sur du polycristallin, puis lorsque le mono est arrivé, plutôt de 16, 17, 18. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à même puissance 100 watts, 100 watts, votre monocristallin il est plus petit. Est arrivée sur le marché une autre technologie qui est aussi du monocristallin, mais qu'on appelle plus communément back contact. C'est ce que tout le monde veut aujourd'hui sur le marché. Pourquoi back contact? Il suffit de regarder les deux. Là, j'ai des connexions en série qui sont en frontale. Là, elles sont à l'arrière. Donc, au-delà du rendement de la cellule qui est SunPower étant le fabricant de la cellule bas contact, il n'y en a qu'un au monde, hein, il n'y en a pas deux. Au-delà du rendement qui est supérieur à du monocristallin standard, le fait d'avoir les raccordements à l'arrière fait qu'on optimise la surface du panneau solaire. Dans le monde du solaire, nous avons vu apparaître récemment des choses comme ça, qui sont des flex. Je reviendrai dessus après, mais gardez à l'esprit qu'ils sont tous au flexible. Donc il faut, lorsque vous le posez, l'installer, y aller avec une extrême précaution. Faut pas que ça tombe par terre, faut pas que vous marchiez dessus, faut pas trop les plier, parce qu'autrement vous n'allez pas le voir parce qu'ils sont encapsulés, mais vous allez créer de ce qu'on appelle des micro-craquelures. Ces micro-craquelures, à un moment donné, par le temps, vont faire des résistances. Des résistances, vous allez perdre du rendement, et au pire, vous allez voir des petits spots dessus. C'est le laminé qui est au-dessus qui va gonfler parce que la résistance aura chauffé, puis ploup, vous aurez une petite bulle. Et c'est lié tout simplement à la cellule qui est pétée. Donc une nouvelle génération de panneaux solaires arrive sur le marché. Là, c'est un panneau solaire qui est vraiment flexible. J'ai amené un petit, mais il existe en grand. Parce que c'est de la cellule qui est roulable. Et je peux en faire ce que je veux. Voilà. Donc là, il n'y a pas de fragilité. Vous pouvez la percer, tout le reste fonctionne. C'est le même avantage que la morphe. À la différence près, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des rendements de l'ordre de 15%. Et que nous avons une amélioration du rendement qui va de 10% à peu près, aux alentours de 10% par an. Ce qui veut dire que dans les années qui viennent, ce sera certainement la technologie la plus en vogue parce que beaucoup plus simple à transporter, beaucoup plus simple à expédier, beaucoup plus simple à poser, pas de risque de casse, un très bon comportement en faible luminosité, très bon comportement en forte chaleur. C'est là où l'industrie va. Aujourd'hui, donc, vous avez Rigid Flex. Il suffit de regarder sur le marché, ce sont les deux grandes familles, et dans ces deux grandes familles-là, dans les rigides et dans les flex, c'est surtout du back contact. Je vais revenir sur le flex back contact, parce que sur le rigide, bon, il y a le cadre dont je vous ai parlé. Là, en voici un. Donc vous avez les raccordements à l'arrière, on ne les voit pas. Donc vous avez une optimisation de la cellule et de l'espace, puisque les contacts sont à l'arrière. Ça reste extrêmement, extrêmement fragile. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas l'installer sur un bateau, hein, loin de moi cette pensée, mais je préfère utiliser le terme de semi-flex
plutôt que terme de flexible. Donc faites très gaffe lorsque vous installez des panneaux solaires. Après, que vous ayez des panneaux solaires qui soient blancs, qui soient noirs, qui soient mat ou pas, c'est la différence de la surface du panneau solaire. L'idéal, c'est ça. C'est ce qui est arrivé sur le marché l'année dernière, qu'on appelle ETFE. Le coût du panneau est globalement 20% supérieur, mais c'est un très gros avantage. D'abord, l'épaisseur est plus grande. Deuxième chose, ça crée un effet de prisme. Donc, les rayons incidents peuvent être plus facilement utilisés. Donc, ça veut dire que derrière, le rendement du panneau est augmenté. Ça a aussi un effet où la poussière reste moins, parce qu'un panneau solaire, ça se nettoie. À l'inverse, celui-ci, qui est la même chose en termes de cellules, mais qui est brillant, a un pouvoir d'absorption des rayons solaires qui est moindre, tout simplement par le reflet. La surface du panneau solaire est importante. Lorsque vous mettez un panneau solaire rigide, par exemple, est-ce un verre anti-reflet ou pas? Ça peut vous paraître du détail, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'un verre de piètre qualité qui n'est pas anti-reflet, vous enlevez 20% du panneau solaire, parce que vous avez simplement le reflet du rayon solaire. Je préconise très largement un panneau rigide. Sur ce panneau rigide, faites attention à différentes choses. Outre le STC, faites attention à la qualité du boîtier de raccordement qui est à l'arrière. Ça doit être totalement étanchéifié. Certains, vous enlevez le couvercle et vous voyez les diodes à l'intérieur. Je lui donne une petite année avant d'avoir des problèmes. Donc faites gaffe à ce que le boîtier de raccordement soit IP67. Faites attention aux connecteurs. Faites attention aux câbles. Si il y a des câbles de ce diamètre-là, c'est pas pour rien. Parce que moi, j'en ai vu qui font 0,5 pour certains. Minimum 2,5 mm², l'idéal étant 4 voire 6 en fonction de la longueur. Donc privilégiez un arceau orientable parce que le bateau, quand il est à l'arrêt et que vous voulez faire du maintien de charge de votre batterie en période hivernale notamment, ça vous permet de basculer le panneau solaire vers le soleil. C'est du petit détail, mais il existe des choses sur le marché, notamment sur le plein air, dans le domaine du bricolage, où au lieu d'installer maintenant un panneau solaire sur le toit d'un camaron, on vient le mettre sur un support qu'on oriente. Un support orientable, lorsqu'il est au zénith, orienté sud, avec 45 degrés à peu près d'orientation, c'est 30% de plus de rendement du panneau. Donc c'est pas anodin. La qualité du panneau, la pose, c'est pas anodine. Au-delà de s'ennuyer à passer les câbles sur 5-10 mètres, la façon dont vous le posez est très importante. Écoutez, merci. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé.